Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui on va faire un live sur One Piece, sur plus précisément le chapitre 1140. Donc voilà, on va le react, on va analyser l'aspect visuel étant donné que c'est les seules informations qu'on n'avait pas. Potentiellement que les spoils complets ont oublié peut-être 2-3 petits détails qui vont justement faire toute la différence. Et du coup après ça on analysera et on théorisera sur ce chapitre. Donc voilà, comme j'ai l'habitude de faire en début de live, n'hésitez pas surtout pour la team YouTube à rejoindre l'équipe. N'hésitez pas à follow, liker, commenter pour soutenir dans l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès à Twitter pour avoir tout simplement les spoils et plein d'informations sur l'actu One Piece en direct. Et bien sûr, le Discord, c'est là-bas où tout le monde s'est réuni. C'est là-bas où si vous avez besoin de me parler, de m'envoyer un message ou quoi que ce soit, c'est là-bas où je suis disponible. Vous avez aussi les salons gaming, donc voilà, pour trouver des mates ou même pour jouer, ou sinon les salons vocales pour discuter avec la commu. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Je pense avoir tout simplement fini cette petite introduction. Et let's go pour un chapitre légendaire étant donné qu'on a eu des informations vraiment colossales. Donc c'est parti les gars, on va react au chapitre 1140 qui s'appelle Scooper Gaban. On commence directement avec tout simplement la mini-aventure de Ulti, la mini-aventure de Yamato mais qui parle de Ulti et Uzu. Et j'ai 2-3 petites informations à traiter avec vous. Donc c'est parti les gars. Donc voilà, on commence cette react avec Ulti et Uzu. Et du coup Uzu joue avec Ulti sur tableau de fléchettes, ça se dit comme ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que on a une espèce de supériorité. D'ailleurs c'est assez bizarre, c'est ça la question que je me pose. Avant de parler de ça, je vais juste lire le petit intitulé. Donc, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 27e épisode. Si quelque chose arrive à Payton, je vous expédie en enfer. Donc voilà. Alors moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont tous les deux Tobiropo. C'est-à-dire, ils avaient à peu près le même level. Ils étaient désignés comme étant dans la même lignée de level. Et le problème, c'est que là, on a vraiment une supériorité de Uzu sur Ulti, mais aussi sur Page One, parce qu'on a vu les deux. Et ça, je pense que c'est vraiment bizarre, parce que normalement, les deux Ulti et Page One auraient dû s'en sortir mieux face à Uzu, étant donné, voilà, le côté supériorité numérique. Et là, c'est pas le cas. Donc, il va falloir expliquer ça. Et si je devais ajouter un truc, parce que là, on pourrait me sortir l'argument de ouais, mais peut-être ils étaient fatigués, Uzu, ouais, mais ils se sont fait éclater. Donc, normalement, il devrait pas y avoir de supériorité, etc., etc. Et en plus, là, le temps a passé quand même. Hein. On est vraiment longtemps après les événements de Wano. Hein. En termes de semaines, on est à quelques semaines. Donc, il va falloir expliquer tout ça, pourquoi Ulti et Page One se sont fait attraper. Et du coup, Payton et Page One, je pense que ça se ressemble, hein, je pense qu'elle parle de lui. Donc voilà, ça c'est pour la mini-aventure de Yamato. On commence, première page, avec Road, les Mugiwara et Gaban. Et c'est trop marrant parce que là, on a vraiment l'impression que Gaban est tout petit. On a vraiment l'impression que c'est Road qui a une taille normale et ça, c'est hyper bien fait. Donc voilà, Gaban est juste ici, les gars. Donc c'est assez bizarre. Pourquoi? Parce que là, on a l'impression que le vrai monde fait la taille des géants. On s'est vraiment bien incrusté dans le décor. Donc voilà, trop stylé. Et sinon, devant eux se tient le bras gauche du roi des pirates. Ça, c'est le petit message de l'éditeur. Et on passe tout simplement au chapitre. Pourquoi je devrais te voler la clé, papy? Donne-la moi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ya? Ça, c'est Road qui dit ça. Et Gaban qui dit quoi? Tu la veux en plus? Et du coup, Luffy, il est énervé, il dit papy. Et là, Zoro repense effectivement à Colon qui disait mon père, c'était un pirate avant. Il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. Donc voilà, ça montre encore une fois la puissance de Gaban. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que Gaban, voilà, est présenté de la même manière que Loki. Ils sont tous les deux présentés comme l'homme le plus puissant d'Elbaf, l'homme le plus puissant de tous les géants. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir remettre sur le tapis dans le sens où on a besoin de savoir qui est vraiment le plus fort sur Elbaf. Je pense quand même que Loki est plus fort de par son âge et que Gaban, voilà, malheureusement a perdu quand même un petit peu. Mais ça n'empêchera pas, je pense, Gaban d'être vraiment très puissant. Et il y a une chose qui me fait dire ça aussi, c'est que Gaban lui-même a dit que la seule personne capable, il y a 6 ans, d'arrêter Loki était tout simplement Shanks. Donc, je pense que Gaban, vous l'avez capté, doit être à un petit level vraiment petit, juste en dessous. On continue. Alors, Luffy qui essaye d'attraper la clé, il n'arrive pas. Et du coup, il essaye à plusieurs reprises et on voit que Gaban esquive tout. Mais bon, Luffy était pas du tout sérieux, donc niveau power scaling, c'est juste
plutôt du running gag que du power scaling. Alors qu'est-ce qui te prend? Je dois retourner voir Loki au plus vite. Comme ça, on pourrait retourner faire la fête. Alors tu vas devoir voler cette clé, comme tu voudras. Et du coup, Luffy commence à se battre un tout petit peu plus rapidement. Et cette fois-ci, Gaban enduit la fameuse clé de Haki avec des éclairs. Ok, les éclairs sont juste là. Et Luffy est choqué de voir qu'il maîtrise le Haki et se prend vraiment une patate légendaire de Gaban. Là, c'est trop marrant parce que ce qui est trop bien fait, c'est qu'il a enduit la clé de Haki. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a enduit sûrement pour pas la casser. Parce que s'il l'aurait pas enduit, sa force physique, sa force pure, aurait pu tout simplement détruire la clé. Et par contre, je pense qu'il l'a fait aussi d'une autre part pour tout simplement mettre les bases à Luffy, tu vois. On a du coup Road qui réagit, qui me dit Monsieur Ea, attendez. Nami qui dit il est super fort Luffy. Et Luffy qui revient, qui est vénère. Et du coup, c'est à ce moment-là que Gaban dit c'est un joli chapeau de paille que tu as là. Il tirait bien mieux que ce casque. Et Luffy qui dit évidemment c'est un trésor que Shanks m'a confié. Donne-moi cette fichue clé. Il te l'a confié. Il te l'a pas donné. Quel radin celui-là. Ça c'est vraiment drôle. Et du coup, Luffy qui essaye à tout prix de toucher Gaban avec un espèce de Catalingen. Et au final, il a pas du tout réussi. Donc ça montre encore une fois plutôt le haki de l'observation fait effet. Alors c'est pas ce que je voulais dire, imbécile. Et c'est pas un radin. Et du coup, Gaban il rigole. Et Luffy dit hé papy. Et du coup, il lui met ah ok, c'est ça là. Ok. Donc là, on a justement Luffy qui s'est fait mettre la clé dans la bouche. Donc voilà. Pas de blague bizarre là-dessus, mais c'est vraiment marrant parce que la tête de Luffy, on dirait Bob l'éponge. Alors, t'es une vraie pipelette, ma parole. Donc vraiment, Gaban, lui, ça a l'air d'être un mec qui veut stab. Hein. Ça a l'air vraiment d'être un mec qui veut vraiment stab. Donc on a quoi? On a Gaban qui justement lâche la clé et qui décide d'utiliser ses haches. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on voit Zoro réagir et qui se dit quoi, des haches? Et Gaban qui dit Yaso Takeru. Donc, qui veut dire arme de guerrier féroce. Et là, du coup, on a Luffy. Ouais, choqué, c'est ça la tête de Luffy. Je l'ai jamais vu comme ça. La tête de Luffy qui est vraiment trop drôle. Et Gaban qui commence à envoyer tout simplement des ondes de choc, comme on les appelle vulgairement en français, des lames d'air. Et là, on voit clairement que Gaban ne fait pas dans le détail. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte réellement de la puissance du bail. Parce que voilà, il découpe tout. Et regardez, ça me rappelle un petit peu Wano. Quand Zoro a découpé la corne, il a vraiment détruit une partie du château. Donc magnifique. Ensuite, Gaban qui dit ah, il a de bons camarades. Et du coup, il y a Road et Nami qui sont complètement choqués de ouf. Et là, et ça c'est magnifique par contre, on voit clairement Luffy avec une nouvelle forme. On peut l'appeler comme ça parce qu'il a tout simplement fusionné ses cornes avec son Gear 5, ce qui le rend vraiment légendaire. J'adore, hein. J'adore vraiment ce que Oda nous prépare là. C'est vraiment légendaire. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir tellement de Luffy différents, tu vois. En gros, Luffy, il peut s'adapter à sa tenue, à son environnement, à plein de choses. Et ça, c'est légendaire. J'ai tellement hâte de voir ce que Oda peut nous réserver par rapport à tout ça. Et ça montre aussi que, voilà, à Egghead, le côté casque de baseball, etc., fait partie de son pouvoir de l'imagination, tu vois. Il peut tout imaginer, mais je pense qu'il y a une limite pour éviter que, voilà, il soit trop cheaté. Même si en vrai, c'est le perso principal, donc c'est normal qu'il soit cheaté. Alors, du coup, ils viennent, ils sont vénères, et là, ils se disent on se le fait Zoro. Et Zoro dit ouais. Et du coup, Gaban remarque la forme blanche et dit c'est cette forme blanche dont j'ai entendu parler. Donc voilà, la fameuse forme que tout le monde veut voir. Et du coup, là, on voit, ça c'est assez sympa, des petits éléments qui montrent que voilà, la tour du château qui a été détruite est en train de tomber tout simplement dans l'Underworld. Et on continue avec Zoro, Luffy qui se battent et qui disent prépare-toi. Et Gaban qui dit je me rends et qui lâche ses armes. Ça, c'est aberrant. C'est aberrant parce que évidemment, c'est tout ce qu'on voulait pas. C'est tout ce qu'on voulait pas. Ce qu'on voulait réellement, les gars, c'est voir Gaban au moins se battre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, genre je sais pas, 5 minutes, 3-4 coups, c'est tout. Mais non, Oda nous prive de ça, mais je pense que ça, il nous le réserve pour plus tard, c'est pour ça que voilà, il nous tease les choses, mais en gros, il nous dit, voilà, je vous donne beaucoup d'informations parce que c'est la nouvelle année, parce que voilà, il va falloir avancer réellement dans One Piece, par contre, je vous donne pas tout, et je vous réserve le combat et toutes les choses intéressantes pour plus tard. Donc voilà, merci Oda encore une fois, c'est vraiment légendaire. Et du coup, Zoro qui dit, tu te moques de nous, vieillard. Du calme, c'était une blague, et du coup, c'est Gaban qui dit ça. Et Luffy dit, et tu crois, on va te croire, alors que t'as essayé de nous tuer. Et Gaban dit, vous êtes pas mort, alors tout va bien. Gaban ajoute, je vous donne la clé. Et Luffy dit quoi? Et du coup, il y a Road qui dit, hé les gars, ce type c'est... Et du coup, il est coupé à ce moment-là par Gaban qui dit, c'est bon Road. Tant qu'Elbaf n'est pas menacé, passez me voir avant de quitter l'île. Ça, c'est vraiment légendaire, parce que Elbaf est menacé. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir passer le voir? Ça, c'est à voir. En tout cas, le sens est complètement différent de ce qu'on avait vu dans les spoils complets. Donc, du coup, ça change un petit peu ma vision des choses par rapport à ça. Page suivante.
suivante. Zoro et Luffy qui disent, et pourquoi on ferait ça? Je crois qu'on a envie de te revoir. Il a raison, on viendra pas, mais merci pour la clé. Et du coup, petit flashback avec Shanks et Gaban qui dit, dis-moi Shanks, tu penses que ta simple parole suffira pour que je lui accorde ma confiance? Et Shanks qui rigole et qui dit, fais comme tu veux Gaban. On retourne à l'école. À l'école, on voit du coup quelqu'un dire, maîtresse, regardez. Du coup, les gens disent, quoi tout ce boucan? Il y a un oiseau. Il est bizarre cet oiseau. Tout sera fait pour un piaf. Et où est-il allé? Du coup, évidemment, Ange ne l'a pas vu. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le fameux oiseau se poser dans une des forêts d'Elbaf. Donc, Royaume du Soleil, on voit l'oiseau qui commence à se poser. Il y a des écoles ici. Ça va rendre les choses plus faciles. Je les invoque. On voit Gunko, toujours en slip, invoquer les 2 chevaliers divins. Et du coup, elle a eu la capacité de pouvoir invoquer ce superbe cercle magique. Et du coup, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Parce que il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Et vous allez voir pourquoi. Superbe éclair. Franchement, Oda, là, il dessine bien. Je trouve, là, il s'applique de ouf. Le résultat est vraiment magnifique. On a bel et bien 2 éclairs qui viennent dans le cercle. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, un cercle suffit à invoquer 2 chevaliers divins. Mais pour invoquer les Gorosei, il faut un cercle par Gorosei. Donc, est-ce que c'est un petit foreshadowing dans le sens où Oda veut nous donner des informations? Je sais pas, mais gardons ça en tête. Parce que peut-être que ça pourrait nous révéler des choses concrètes. Alors, on voit donc Gunko et Shamrock regarder les gens arriver. Et quelqu'un dit, je vois ce que tu veux dire, ça ne me dérange pas d'y aller. Par où est-ce qu'on commence? Et pourquoi par les abysses? Donc voilà, c'est quelqu'un qui est en train de dialoguer entre guillemets et au final on n'a pas le sens de la conversation étant donné que voilà on n'a pas plus d'infos par rapport à ces personnages tout simplement. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire, genre m'habiller et me préparer. Tu peux me donner 1 heure ou 2? Au fait, c'en est où cette affaire? Je parle de la famine, on peut pas laisser les chefs crever de faim. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et du coup en fait il se rend compte qu'il n'y a plus de réseau entre guillemets. Ordre des chevaliers divins, garde de la famille Shepherd, Saint-Somaz. Ok, pourquoi c'est marqué Saint-Somaz? C'est bizarre. Donc il y a Gunko qui rougit justement parce qu'il est en caleçon et qui dit, donc il y a Saint-Somaz qui dit, qu'est-ce que tu viens faire chez moi Gunko? T'as besoin d'un truc? T'as même amené Shamrock. Et de l'autre côté, on a donc, oh non, c'est la cata. Je vais être en retard. Je me suis endormi, je sais même plus où je dois aller. Et de l'autre côté, on a Saint Gillingham. Ordre des chevaliers divins, garde de la famille, Limochèvre. Du coup, on voit les 2 chevaliers divins qui sont arrivés, tout simplement choqués de savoir qu'ils sont à Elbaf. Donc ils ont même pas remarqué qu'ils ont été téléportés par l'abysse. Donc ça, c'est assez intéressant, tu vois. C'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, où t'as justement tout l'environnement qui change, mais que toi, t'es là et tu n'as même pas capté. Tu vois. Donc c'est assez intéressant. On passe à la page suivante. Tu m'as invoqué pendant que j'étais assis à mon bureau, t'as pas honte? Alors c'est ça le pays des géants, c'est gigantesque. Un seul c'était suffisant, pourquoi tu en as amené 2? Vous devez rentrer, capitaine. Je dois rentrer? C'est un ordre qui vient des supérieurs. C'est pour ça qu'on était en train de discuter. Marie-Joise est entrée en phase critique. La situation a changé depuis la dernière rêverie. Ta présence auprès d'eux est importante, Shamrock. Donc quels que soient les détails de la mission, qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui n'est pas affilié au gouvernement? Tu veux qu'on aille faire un tour sur la tombe d'Harald? Donc voilà, la fameuse page qui donne énormément d'informations. Et là, encore une fois, le chapitre est pertinent dans le sens où il nous donne encore plus d'informations que ce qu'on a eu dans les spoils complets. Déjà, premièrement, c'est Gunko qui est censé avoir invoqué les 2 chevaliers divins, alors qu'au final, Gunko a pas prévenu Shamrock, entre guillemets, qu'elle allait invoquer 2 personnes. Donc peut-être que c'est un manque de dialogue, ce qui est totalement possible. Shamrock a pas l'air d'être quelqu'un qui, tout simplement, dialogue beaucoup. Et par contre, ce qui est fou, c'est que là, on a bel et bien Shamrock qui est important pour le gouvernement mondial et on a besoin de lui auprès des Tenryubito. Donc ça veut dire qu'on a besoin de lui pour la sécurité de Marie-Joie à cause du fait que voilà des personnes se sont introduites à Marie-Joie. Certaines ont même vu Im-sama et le Gorosei. Donc tout ça va mettre un petit peu en péril le gouvernement mondial, surtout pour Im-sama. Et le délire c'est que là je pense qu'ils vont le garder là-bas pour pouvoir défendre Marie-Joie en cas de potentielle attaque. Tu vois. Et ça c'est assez intéressant parce que ça montre ce que je vous disais au début. Shamrock, encore une fois, je doute qu'il puisse se faire battre sur cette île parce que sinon l'ordre complet des chevaliers divins serait dérisoire pour le reste du manga et c'est pas le but. Oda, son but c'est pas d'introduire des chevaliers divins pour s'en débarrasser 2 secondes après. Donc je pense sincèrement que ce sera un ennemi de fin de manga. Enfin on verra. Ok, donc on a Saint-Somaz qui s'est tout simplement habillé et qui dit bon j'ai compris, on va kidnapper les gamins et les amener en Terre Sainte. Même si ce sont de simples gosses, je doute que ce soit simple de les transporter. Seuls les porteurs de la marque sont autorisés à traverser les abysses. On prendra un bateau. Lui alors, utilisez vos pouvoirs pour transformer ça en jeu. Ok, ah ouais, du coup ça n'a pas du tout le même sens. Hein. Donc là ça change énormément
énormément par rapport à tout ce que je pensais. Et le côté visage démoniaque, ils l'ont un petit peu maxé, comme on dirait dans le jargon. Un petit peu maxé parce que voilà, il n'a pas un visage démoniaque légendaire, mais voilà, un visage sombre pour dire que il a des ambitions très noires. Par contre, le côté pour transformer ça en jeu, ça veut pas forcément dire que c'est un lien avec la chasse, même si voilà, ça corrobore potentiellement cette théorie. Et sinon, au niveau des porteurs de la marque, pareil, c'est que les personnes qui sont autorisées à traverser l'abysse qui ont la marque. Par contre, ça veut pas dire que tu peux pas traverser l'abysse si t'as pas la marque, ça veut juste dire que t'es pas autorisé. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça, et ça corrobore aussi ce que je disais hier par rapport au fait que si l'abysse est bel et bien une dimension parallèle, on pourrait y aller même sans marque si jamais Luffy doit aller là-bas pour combattre, etc., etc. Le but, ce sera de rentrer dans l'abysse avec ou sans marque, tu vois. Et Luffy, je pense pas qu'il aura la marque, je pense pas qu'il aura l'autorisation d'y aller. Donc voilà, fin de chapitre 1140, assez content parce que voilà, on a eu quand même quelque chose de ultra qualitatif, avec beaucoup de révélations, avec l'introduction de 2 chevaliers divins, et nous, on va tout simplement passer à l'analyse pour décortiquer tout ça. Ok, donc let's go, c'est parti pour l'analyse. Cette fois-ci, on va essayer de détailler et analyser plus profondément, tout simplement, tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Du coup, bah voilà, on a un chapitre qui se découpe en 2 parties, une partie réservée à Gaban et Luffy, et une autre partie qui est réservée aux chevaliers divins. Donc voilà, on a 2 aspects complètement différents. D'un côté, on a Gaban et Luffy qui ont l'air d'être voilà, de grands combattants qui s'affrontent, qui finit tout simplement par un flop entre guillemets, parce que voilà, on n'a pas eu la finalité du combat, on n'a pas eu le combat sérieux, on a eu que des échanges de coups, mais on a eu quand même des démonstrations de force qui sont vraiment légendaires, que ce soit du côté de Gaban avec ses 2 haches, ou que ce soit de Luffy qui a pas montré une démonstration de force, mais des capacités qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, comme le fait qu'il est fusionné complètement avec son casque, ce qui le rend encore plus démoniaque. Donc voilà, le côté démon de Luffy commence de plus en plus à se faire ressentir, et je pense que vous l'avez capté, comme on l'a dit plein de fois, l'équipage des Mugiwara commence à se diriger petit à petit vers cet aspect démoniaque qui pourrait les rendre vraiment très impressionnants vu de l'extérieur, mais nous, vu qu'on les connaît de l'intérieur, c'est que c'est des bonnes personnes, il n'y a pas plus gentil tout simplement. Et de l'autre côté du chapitre, on a vraiment le côté chevalier divin, donc l'apparition qui est plutôt contraire à ce qu'on avait pensé, et ce qui a été mis en place depuis le début de l'arc. Là, on a vraiment 2 personnages qui sont vraiment drôles, loufoques, un arrive en caleçon, l'autre est tout simplement muni d'une écharpe blanche, ce qui le rend du coup au premier abord gentil, et du coup c'est un joli contraste avec l'introduction de Shamrock et de Gunko qui était vraiment très sombre, très légendaire, très charismatique et en même temps très protocolaire, alors que là on a vraiment 2 personnages qui chamboulent complètement tout ce qu'on a vu. Donc ce qui est assez intéressant et ce qu'il faut noter, c'est que on a des uniformes de chevaliers divins qui sont quand même ressemblants, que ce soit Shamrock, que ce soit Gunko, que ce soit les 2 autres, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu à Impel Down avec notre ami Magellan, qui lui aussi avait une tenue aussi sombre comme ça, et le pire c'est qu'on voit Saint Gillingham avec l'écharpe sur le bras qui ressemble vraiment à celle que Shiryu avait et à celle que Magellan avait. Donc ça montre que potentiellement il pourrait y avoir un lien entre les chevaliers divins et Magellan, même si Magellan avait pour moi une méthode de pensée qui appartenait pas trop aux chevaliers divins. Mais je dis ça, on n'en sait rien, on connaît rien, étant donné que actuellement Gillingham a bel et bien une écharpe blanche, et vous connaissez tous la théorie du fait que les personnes qui ont les écharpes blanches, comme Yamato, comme Luffy, comme plein de personnages qu'on a vus, étaient plutôt du côté des gentils, et toutes les personnes méchantes avaient une écharpe noire. Les Gorosei, Lucci, Kaido, etc., etc. Donc ça montre que cette mécanique, soit elle est remise en doute par Oda, ou soit Oda nous fait un foreshadowing de légende et qui nous dit, voilà, ce personnage n'est pas si méchant que ça, et il œuvre peut-être pour la bonne cause, en tout cas de son point de vue. Peut-être qu'il va faire du mal sans le vouloir, comme Luffy fait du mal à ses adversaires en le voulant, mais au final c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Il les arrête, il les enferme pour que le monde soit meilleur après son passage, tout simplement. Mais c'est quelque chose qu'on peut remettre en doute dans le sens où cette fameuse écharpe, on ne sait pas si réellement ça représente le bien et le mal. Mais je ferai des recherches plus approfondies pour vous présenter les 2 dieux, les significations qu'il y a derrière ces 2 dieux qui portent tous les 2 des écharpes. Donc voilà. Ensuite, je dirais que les chevaliers divins sont complètement différents de ce à quoi on s'attendait. On avait toujours l'aspect un petit peu ombre, un petit peu dark, un petit peu sombre. Et là, on commence à les connaître, à voir qu'ils sont plutôt drôles. Et ils ont été introduits de manière à ce qu'on les déteste pas. Donc ça corrobore ce que j'ai déjà dit plein de fois sur la chaîne, sur le fait que, voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de peuple méchant. Il y a juste des gens qui ont, voilà, des éducations qui font que ils ont choisi leur destinée, entre guillemets, à savoir prendre le bon chemin ou le mauvais chemin. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça pourrait corroborer le fait que Gillingham soit une bonne personne, comme ça pourrait corroborer le fait que Shamrock soit une mauvaise personne. Et d'ailleurs, le gouvernement mondial, je l'ai déjà dit, mais ils sont pas complètement mauvais. On a vu le père de Doflamingo, on a vu Sainte Mosgarde qui était venu à l'île des hommes poissons, et tout simplement avoir un bon fond et être des gens respectables. Donc ça montre que c'est quelque chose qui peut être mis en place même au cœur des chevaliers divins. Donc à voir comment ça va se finir, mais je trouve ça ultra intéressant.
Donc voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Au niveau de l'Abyss et des marques, donc voilà, on n'a pas plus d'informations, et c'est même le contraire, je dirais qu'on avait moins d'informations que ce qu'on avait prévu, donc il va falloir attendre la version officielle, mais je garde cette théorie comme ma préférée pour l'instant, parce qu'elle corrobore énormément d'informations qu'on a eues depuis le début du manga, surtout en rapport avec ce que disait Vegapunk. Donc on a bel et bien 2 éclairs noirs dans un cercle, c'est une mécanique qui est pour moi différente de ce qu'on a vu avec Ed, où on a bel et bien 5 cercles pour les 5 Gorosei. Et aussi, il y a la fameuse marque. Qu'est-ce que la marque? Est-ce que la marque sont données aux gens comme les chevaliers divins et les personnes qui peuvent les utiliser, ou que potentiellement les Gorosei n'ont pas besoin de marque parce que ils ont un lien avec l'Abyss qui est beaucoup plus étroit. Et dans l'Abyss pourraient se trouver les fameux démons originaires des fruits du démon. N'oubliez pas ce que Vegapunk a dit, les fruits du démon tirent leurs origines d'un peuple, des rêves d'un peuple qui tout simplement vivent dans une autre dimension. Donc, les fruits du démon, l'Abyss, le côté démoniaque, les marques, pentagrammes, tout ça pour moi est lié et pourrait expliquer dans le futur tout simplement ce qui pourrait se passer avec tous nos amis. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je pense qu'on a fait le tour. Dans tous les cas, on reviendra, comme j'ai l'habitude de dire, sur toutes les théories. Et de toute façon, la semaine prochaine, il y a bel et bien un chapitre, donc on enchaîne directement avec un nouveau chapitre. Donc j'espère que ça vous a plu pour la team YouTube. N'hésitez pas à soutenir si jamais vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, follow, partager la vidéo si jamais vous la trouvez pertinente. En plus, honnêtement, en ce moment, j'essaye de faire quand même quelque chose de hyper quali pour pouvoir vous proposer vraiment des vidéos légendaires. Et sinon, bah écoutez, vous avez aussi le Twitter pour avoir les dernières informations en direct, que ce soit sur l'actu One Piece, que ce soit pour les spoils ou sorties de chapitres, des épisodes, etc. Et pour terminer, je dirais qu'il y a le Discord pour nous rejoindre, discuter, échanger. C'est là-bas où je vous préviens quand je live, c'est là-bas où je vous poste toutes les informations, les mini-aventures, tous les gars. Donc n'hésitez pas à les checker parce qu'il y a beaucoup d'informations et je vais continuer évidemment d'alimenter le Discord en informations. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, très bientôt.